Été 1941. Les SS allemands prennent la pose devant le photographe de guerre, Otto Kropf. Sur la photo de Kropf, on aperçoit la plaque commémorative en hommage aux 2 militaires belges tués lors du bombardement du fort pendant la Première Guerre mondiale. Le commandant François Waynes et son cuisinier, le soldat Maurice Detraux. Cette plaque se trouve encore là aujourd'hui, à gauche du portail d'accès. En 1947, année au cours de laquelle le fort de Brendonck a été érigé en mémorial national, une deuxième plaque commémorative a été apposée à droite du tunnel. Celle-ci rend hommage à tous les prisonniers détenus à Brendonck pendant la Seconde Guerre mondiale. « 25 février 1944. Au casino s'ouvre vers midi le procès de 12 membres du maquis de Sanzeille, un groupe de résistance qui mène des actions contre l'occupant depuis les bois de Serfontaine. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné 3 soldats allemands en faction près de l'épave d'un bombardier américain B-17 qui s'était écrasé dans les bois. Leur procès dure 2 heures à peine. À 14 heures, le tribunal militaire de la Luftwaffe les condamne à la peine de mort. Le jour même, tous les 12 sont pendus sur le lieu d'exécution du fort. Für Richtiges, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab, wenn ja... Le casino. La cantine où les SS organisent des beuveries bruyantes pendant le week-end. Après les exécutions, c'est ici aussi que les gardiens du camp viennent faire la fête. Un jour qu'ils se trouvent ici, Weiss et Debott, 2 SS flamands, font un pari. Pour une bouteille de cognac, c'est à celui qui le premier abattra un prisonnier le lendemain. Dans des cas exceptionnels, le casino se transforme en salle d'audience lorsqu'un tribunal militaire allemand vient y juger des prisonniers. Les condamnés à mort sont souvent fusillés le jour même de leur condamnation sur le lieu d'exécution du fort. La cuisine. Au début, rien de plus qu'une cuisine de campagne mobile. Ce n'est que plus tard, probablement en 1942, qu'est installée ici une cuisine particulièrement moderne pour l'époque. Cela ne change pas grand-chose au quotidien des prisonniers. En guise de repas, ils n'ont droit qu'à un peu de pain et à une misérable soupe. Le café qu'on leur donne est préparé à partir de glands torréfiés. Une maigre pitance qu'ils mangent dans leur chambre. Les prisonniers ne sont autorisés à pénétrer dans la cuisine que lorsqu'ils ont la corvée d'aller chercher les gamelles et de les rapporter. Essen holen, comme disent les Allemands. À partir de mars 1941, chaque fois qu'un prisonnier décède, la direction du camp rédige un Totenschein, un acte de décès officiel destiné à l'administration communale de Brendonck. Outre le nom et le numéro du prisonnier, ce document ne mentionne que des causes de décès naturels. Pneumonie, insuffisance cardiaque, troubles de la circulation sanguine, faiblesse générale. En réalité, les décès sont dus au mauvais traitement, au régime alimentaire déséquilibré, aux travaux forcés et aux mauvaises conditions de vie dans les chambres. Septembre 1941.
Dans l'un de ses rapports de visite, le médecin général Bloom conclut qu'un séjour prolongé à Brendonck constitue pour les prisonniers le gage d'une mort certaine. En sa qualité de médecin militaire en chef dans la Belgique occupée, le Generalarzt Bloom obéit aux injonctions de la Militärverwaltung, l'administration militaire allemande. Soucieuse de maintenir de bons rapports de coopération avec les élites belges, celle-ci craint que la mauvaise réputation de Brendonck ne mette à mal ses efforts. Pour éviter que le camp n'entre dans l'histoire comme l'enfer de Brendonck, elle insiste pour que les rations alimentaires soient améliorées, ce dont les SS ne feront pas grand cas. Philipp Schmidt, 38 ans, né à Bad Kissingen, en Bavière. Schmidt ne conserve aucun emploi très longtemps. Dès avant 1933, il est à la fois membre du parti nazi et de la SS. Un bon nazi et son dossier SS. De 1940 à novembre 1943, il est commandant du camp de Brendonck. Un rôle qu'il combine, de 1942 à 1943, avec celui de commandant de la caserne d'Aussin, le camp de rassemblement des Juifs en Belgique occupée, qui se trouve à Malines. Hautain, condescendant et indifférent, il laisse les sales besognes aux autres. À Brendonck, on ne le voit pratiquement jamais battre un prisonnier. En avril 1943, Schmidt est démis de ses fonctions de commandant de la caserne d'Aussin pour avoir vendu des vêtements au marché noir par l'entremise d'une organisation juive. Il est fusillé le 8 août 1950 à Anvers. Il sera le seul criminel de guerre allemand à être exécuté sur le sol belge, et ce sera la dernière peine de mort mise à exécution en Belgique. Ilse Bergholz, 26 ans, née aux États-Unis, la fille d'un immigré allemand. Avant son mariage avec le commandant du camp Schmidt, comme toutes les femmes qui épousent un officier SS, elle subit un examen approfondi destiné à vérifier qu'elle n'est pas d'ascendance juive. De juin 1942 à fin 1943, elle travaille à Brendonck comme dactylo. Elle quitte le camp en même temps que son mari et travaille ensuite pour la ZIPO-SD d'Anvers. Pour les prisonniers, ce n'est pas une inconnue. Elle prend plaisir à les observer nus pendant qu'ils font la queue pour passer à la douche ou qu'ils font leurs besoins. Elle les regarde aussi s'épuiser au travail, une tartelette à la main, alors qu'ils meurent de faim. Après la guerre, Ilse Bergholz témoignera contre son mari, dont elle a entre-temps demandé le divorce, mais échappera à toute poursuite de la part de la justice belge. Des années plus tard, la justice allemande mènera une enquête à son sujet, mais faute de pouvoir retrouver sa trace, elle classera l'affaire sans suite en 1989. Schmidt ne se sépare jamais de son berger allemand, Lump. Il le lâche régulièrement sur les prisonniers qui sont souvent atrocement mordus. Le détenu Hersch Sokol meurt après un interrogatoire dans la chambre des tortures, au cours duquel le chien de Schmidt le mordra à 17 reprises. Lors de son procès, Schmidt déclarera qu'il ne se rappelle pas avoir une seule fois lâché son chien sur un prisonnier. Karl Schönwetter, militaire de carrière âgé de 38 ans, originaire de Bavière. Dans son parcours militaire, il ne dépassera jamais le grade de caporal. La SS constitue pour lui une chance de promotion sociale. Dans son dossier, il est décrit comme un vieux nazi qui s'est toujours investi pleinement pour le mouvement. Avant de devenir commandant du camp de Brendonck en novembre 1943, il a notamment été inspecteur à la ZIPO-SD de Vienne. Sous sa férule aussi, des prisonniers meurent, victimes de privations, de mauvais traitements ou du peloton d'exécution. Mais les rations alimentaires s'améliorent quelque peu. C'est essentiellement à l'époque où il est commandant du camp que le foyer Léopold III fait livrer régulièrement de la nourriture et des vêtements à Brendonck. Schönwetter ne rate pas l'occasion de se livrer à du marché noir en s'appropriant une partie des colis destinés aux prisonniers. Après la guerre, la justice belge ne parviendra pas à retrouver sa trace.
En 1975, après de longues années d'enquête, la justice allemande abandonnera les poursuites à son encontre. Schönwetter décédera l'année suivante. Arthur Preuss, 48 ans, boucher et chauffeur de camion, originaire de Berlin. Preuss combat pendant la Première Guerre mondiale et est décoré de la Croix de fer première classe. En 1933, il rejoint la Sturmabteilung, la section d'assaut du parti nazi, puis la SS. De 1940 à l'évacuation du camp, il est responsable de la surveillance générale des prisonniers. Son attitude brutale est une source d'effroi quotidienne pour les détenus. À l'appel, il les intimide en les traitant de corps réchauffés. C'est lui qui décide souverainement si quelqu'un est malade ou pas. Il est présent aussi lors des interrogatoires dans la chambre des tortures. Les prisonniers le surnomment Popeye. Selon des sources allemandes, il perd la vie le 19 avril 1945 dans un bunker de Berlin lors d'une attaque aérienne. Johann Hans Kanschuster, 45 ans, ouvrier agricole et mineur, originaire de Bavière. Un homme simple, vétéran de la Première Guerre mondiale. En sa qualité de membre du parti nazi, il est affecté au camp de Dachau en 1933 comme surveillant. Peu après sa promotion au grade de premier lieutenant en 1938, c'est la dégringolade. Devenu alcoolique, Kanschuster est déplacé de camp en camp. Après Ravensbrück, ce sera Mauthausen et finalement Sachsenhausen. En 1940, il est victime d'une commotion cérébrale après une chute à vélo. Début 1941, il présente sa démission. Le neuropsychiatre qui l'examinera estimera qu'il n'est plus responsable de ses actes. De son côté, l'inspecteur des camps de concentration le décrira comme un bon à rien notoire dont il faut se féliciter d'être débarrassé. La carrière de Kanschuster est pourtant loin d'être finie. De septembre 1942 à avril 1943, il refait surface à Brennpunkt en qualité de commandant adjoint. Ivre en permanence, il se balade toujours avec un revolver. Peu après son arrivée, il abat un homme juif alors que celui-ci le supplie de cesser de le battre. Il pousse un autre prisonnier contre un bidon brûlant. Le chef de chambrée, Walter Obler, l'entend dire « Autant qu'il crève ici, cela nous épargnera des frais pour les transférer en Allemagne ». Kanschuster disparaît sans laisser de traces en 1945. Jusqu'en 1982, la justice allemande mènera l'enquête pour le retrouver, en vain. Kanschuster est soupçonné d'avoir perpétré des crimes à Dachau, Brennpunkt, Mauthausen et Ravensbrück. Tous les SS flamands de Brennpunkt, c'était Brusselars, De Boot et moi qui étions les plus cruels envers les prisonniers. Déclare Fernand Weiss après la guerre, alors qu'il comparaît devant la justice belge. Félix Brusselars, comptable de 28 ans, originaire de Boyschot, travaille jusqu'en 1941 en Allemagne comme volontaire. À partir de 1942, il organise des patrouilles dans la région de Heist-Obdenberg pour traquer les clandestins. Il termine l'un de ses rapports par ces mots. Je vous soumets ma demande d'affectation au service des Allemands à Heist-Obdenberg afin d'y servir le guide de tous les peuples germaniques avec foi et fidélité. Heil Hitler. De début juin à fin août 1944, Brusselars est surveillant à Brennpunkt. Son comportement d'une cruauté inouïe lui vaut de devenir l'un des SS du camp les plus redoutés. Selon le cuisinier Munz, alors que des tortionnaires comme Weiss et De Boot en viennent à la fin à modérer quelque peu leurs ardeurs, Brusselars redouble de zèle. Après septembre 1944, il part en Allemagne et rejoint la brigade SS de volontaires flamands, la SS Polizeibrigade Flandern. Il est exécuté en 1947 à la caserne de Lobbes de Malines.
Si nous restons fidèles à nos dirigeants et au Führer, rien ne peut nous vaincre. Hurrah! Heil Hitler! Eugène Rass, 22 ans, originaire de Laken. Au début de l'occupation, il est sans emploi. À 18 ans, il s'affilie au parti nationaliste flamand, le VNV, et plus tard revêt également l'uniforme noir de la milice thioise Brigade Noire. En 1941, il rejoint la Waffen-SS. Son but est de rejoindre le front de l'Est et de combattre aux côtés des Allemands dans leur croisade contre le communisme. Une blessure au genou met prématurément fin à son rêve. À son retour en Belgique, il demande à rejoindre la ZIPO-SD. Jusqu'en 1942, il est affecté à la surveillance des travaux au camp de Brendonk, où il se fait remarquer par son extrême brutalité. Il assiste également aux interrogatoires dans la chambre des tortures. En 1943, Rass reprend du service à la Waffen-SS et repart sur le front de l'Est. Lors de son exécution, en 1947, il entame un chant SS juste avant de tomber sous les balles du peloton. Adolf Lampart, comptable de 32 ans, originaire de Merksem, prend la pause avec sa petite amie. En avril 1941, il se porte volontaire à la Waffen-SS, mais est déclaré inapte après quelques mois d'instruction. Selon son ami, il se fait réformer sciemment. Quelques mois après son entrée en service, la Waffen-SS est en effet dépêchée sur le front de l'Est suite à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. En septembre 1941, la ZIPO-SD envoie Lampart à Brendonk comme surveillant. Il effectue essentiellement des tâches administratives, mais se rend coupable d'actes d'une grande brutalité. Il est exécuté à Malines en 1947. Marcel de Saffel, 24 ans, journaliste occasionnel. Il publie dans les journaux De Dag et Voralen des articles critiques à l'encontre du VNV et de Mussolini. En mai 1940, il est soldat dans la compagnie de garde du quartier général du roi Léopold III, à Brendonk. Selon ses dires, il est convoqué cette année-là par la ZIPO-SD de Gand en raison de ses articles d'avant-guerre. La police allemande l'envoie à Brendonk et lui donne le choix. Ce sera comme prisonnier ou comme surveillant. De Saffel choisit de collaborer. À Brendonk, il exerce les fonctions d'interprète et de secrétaire, ce qui fait qu'il assiste également aux séances de torture et aux exécutions. Il se livre aussi à des exactions régulières sur les prisonniers. Lors de son procès, à Malines, il tentera de minimiser son rôle en se présentant comme un exécutant administratif. Il sera néanmoins condamné à mort et fusillé. Richard de Botte, 34 ans, bruxellois, éclusier de profession. Sympathisant de la cause allemande dès le début de l'occupation, il rejoint les SS flamands. Il arrive à Brendonk en août 1942. Le prisonnier Jean Blum décrit de Botte comme le SS le plus dangereux du camp. Il était intelligent et fourbe. Mais il savait aussi se montrer doucereux quand il s'agissait d'arriver à ses fins. Il lâchait Weiss sur certaines victimes qu'il choisissait avec soin. C'était un vrai sadique. Il frappait moins souvent que Weiss, mais beaucoup plus fort, et en choisissant mieux les endroits où ça ferait mal. La justice militaire belge le tient responsable de la mort d'au moins 10 prisonniers. À Brendonk, il prend part aux séances d'interrogatoire dans la chambre des tortures. Il accompagne aussi les prisonniers au poteau d'exécution et leur donne le coup de grâce. De Botte est arrêté en 1950 en Allemagne, où il sert dans l'armée d'occupation française sous un faux nom. Il est condamné à mort, mais sa peine est commuée en peine d'emprisonnement à vie. Cette décision déclenche une vague énorme de protestations qui contraignent le ministre de la Justice à démissionner. De Botte meurt à la prison de Saint-Gilles en 1975. Fernand Weiss,
lutteur amateur de 21 ans, originaire de Deurne. Il est issu d'un milieu tout acquis à la cause nazie. Sa mère et sa sœur sont membres du parti collaborateur de Vlach, le Duitse Vlaamse Arbeidsgemeenschap. De septembre 1941 jusqu'à l'évacuation du camp, il est surveillant de chantier. Sa devise est « Ici, c'est l'enfer, et moi je suis le diable. » Il est responsable de la mort d'au moins 16 prisonniers, battus à mort ou assassinés, et de coups ou de sévices sur 167 autres. Il officie aussi dans la chambre des tortures et donne le coup de grâce lors des exécutions. Le substitut du procureur du roi d'Anvers, Dirk Sevens, sera atrocement torturé par Ways. Interrogé à ce sujet par la justice belge, ce dernier répondra « J'en ai brutalisé tellement à Brendon que je peux plus me rappeler qui et quand. J'avais juste la volonté de faire mal. » Il est arrêté le 24 mai 1945 au centre de rapatriement de Turnhout. Doublement condamné à la peine capitale, il est fusillé à Anvers en 1947. Été 1941. Le photographe de propagande allemand Otto Kropf photographie les prisonniers au travail. Sur la photo, on distingue l'énorme tas de terre qui recouvrait autrefois le fort pour le protéger contre les tirs d'artillerie. À l'été 1942, il a fait place aux 2 baraquements en bois, des baraquements pour juifs. Le 24 juillet de la même année, la ZIPO-SD y enferme pour la première fois des prisonniers. 164 hommes, femmes et enfants juifs faits prisonniers après une rafle dans le quartier de la gare d'Anvers. Au bout de 3 jours, ceux-ci sont transférés au Judensamenlager, le camp de rassemblement pour juifs qui vient d'être aménagé dans la caserne d'Aussin, à Malines. C'est depuis ce camp que les SS déporteront quelques 25 000 juifs, roms et sintais, vers le centre d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. L'appel. Les prisonniers sont comptés, inspectés et intimidés. Un cérémonial qui se répète 4 fois par jour au minimum. Irascible et vociférant, le lieutenant SS Strauss dirige les opérations sous le regard du commandant Schmidt. Les ordres sont braillés en allemand. Les gardiens font le salut nazi et claquent des talons.
Chaque prisonnier se demande s'il passera la journée sans être malmené et s'il sera encore là à l'appel suivant. Le prisonnier Jesperer apporte le témoignage suivant sur l'appel. Dans la cour intérieure, un sifflet retentit. Les prisonniers quittent leur chambre et pas de course. Seule allure qui est de mise depuis la chambre jusqu'à l'endroit où nous nous mettons en règle. 2 soldats plantés devant chaque porte qui distribuent des coups, c'est qu'ils ne vont pas assez vite. La vision nazie de la discipline. Dans la cour, chacun sait où se placer. Les Ariens à gauche, les non-Ariens et les Juifs à droite. En rangée double, en ordre de taille. À partir de ce moment-là, les prisonniers sont soumis à toutes les règles disciplinaires en vigueur dans la Wehrmacht. Des règles destinées à transformer chaque homme en marionnette passive, en automate. Dans les rangs, tout doit être parfaitement aligné, même les pieds. Lorsque retentit l'ordre « Richt euch !», chacun ne peut voir que les boutons de poitrine de ses voisins. La moindre erreur est sanctionnée par des coups. C'est l'appel, mais des coups, et enfin le silence. C'est l'inspection. Le commandant SS déambule, cravache à la main, son baiser allemand collé à sa basque. Visage de pierre, une bouche béante qui vocifère, un regard dur et vide. Le type même du bourreau nazi. Les WC à la française. 2 édicules comptant chacun 4 trous et des latrines adossées. Des installations tout à fait insuffisantes. À partir du moment où la population de prisonniers augmente et que le passage aux toilettes prend trop de temps, les SS installent sur la cour intérieure un gigantesque tonneau d'environ 2,5 mètres de diamètre. Une douzaine d'hommes, en même temps, prennent place quelques instants sur le rebord, serrés les uns contre les autres, pour y faire leurs besoins, sous l'œil des gardiens. Casemates, des réduits conçus pour résister aux obus, se succèdent le long d'un couloir qui semble sans fin. Les SS en font 14 chambres de prisonniers et dotent 2 d'entre elles de cellules.
Chacune de ces pièces lève le voile sur un aspect de la vie à Brendonck. Comment il faut faire son lit, quelle est la ration alimentaire, dans quelles conditions d'hygiène il faut survivre et quels souvenirs ces épreuves laissent dans les esprits. Walter Obler, un Viennois. Un ouvrier calme et simple, amateur d'opéra. Juif et socialiste révolutionnaire, il fuit l'Autriche après son annexion par l'Allemagne et trouve refuge en Belgique. Walter Obler est le détenu numéro 30. Il arrive à Brendonck le 4 octobre 1940. Au départ simple prisonnier, il va déployer un zèle rare à devenir le cauchemar de ses codétenus. Bien que juif, il se voit conférer le titre de chef de chambrée et de surveillant général des travaux. Ses pouvoirs s'étendent à tous les détenus, juifs et non juifs. Il se rend coupable de coups et blessures, mais aussi d'homicides. En 1943, la SS l'envoie à Auschwitz, puis à Mauthausen. Obler survit à la guerre. En 1945, il devient membre du front antifasciste des prisonniers autrichiens de camps de concentration. 2 anciens prisonniers de Brendonck, Lévy et Hoffmann, retrouvent sa trace à Vienne. Il est arrêté, condamné par le tribunal militaire de Malines pour le meurtre de 10 personnes et exécuté en 1947 à la caserne de l'Aube de Malines. Maria S., épouse de Walter Obler. Obler dispose de privilèges comme tous ceux qui collaborent avec les Allemands. Il bénéficie d'une meilleure alimentation et a accès à des soins médicaux de meilleure qualité. À titre très exceptionnel, on lui accorde aussi le droit de recevoir sa femme en visite, ce qui lui permet de garder des contacts avec l'extérieur. En échange d'argent et de bijoux, les Obler promettent aux familles de faire parvenir aux prisonniers des lettres et des colis alimentaires. Il est possible aussi de négocier des journées de travail allégées. Les cellules permettent de se mouvoir sans se cogner. Elles sont perfectibles, mais en tout cas admissibles pour les détenus coupables de lourdes infractions. Telle est la conclusion d'un rapport de l'administration militaire allemande daté du 29 septembre 1941. Fin 1942, 2 chambres de prisonniers sont dotées de cellules d'isolement destinées aux Arrestanten. Ce terme désigne les prisonniers résistants mis au secret par les SS dans l'attente de l'instruction de leur procès. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les autres prisonniers. Parmi eux se trouve une trentaine de femmes soupçonnées d'actes de résistance grave. Ces cellules ne contiennent rien d'autre qu'une planche en bois qui fait office de lit. Pas de paillasse, pas de couverture. Les prisonniers font leurs besoins dans un pot ou une boîte en fer. Pour la plupart des Arrestanten, c'est la sordide antichambre qui précède le passage à la salle des tortures. Certains y restent quelques heures, d'autres des mois. Le résistant juif René Reindorf y séjournera 8 mois. Le matin, une sentinelle actionne un levier de l'extérieur pour relever la planche. La journée commence. Robert Schriver, le numéro 330, évoque la vie en cellule. Comme la planche était relevée pendant la journée, il fallait rester debout de 6 ou 7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. C'était strictement interdit de s'asseoir par terre. Même de s'appuyer contre un mur, il fallait rester planté là toute la journée, au milieu de l'espace. Bras le long du corps, talons collés, sans rien toucher. Essayez de rester immobile 20, même 15 minutes dans la même position sans tourner la tête. Vous verrez à quel point c'est impossible. Par ennui, certains prisonniers gravent des messages sur les murs de leurs cellules. Un calendrier improvisé, un message à la famille et aux proches, quelques mots d'encouragement pour l'arrestante qui suivra. Une vidéo montre quelques photos de ces graffitis, tels qu'ils ont été couverts dans les cellules peu de temps après la guerre.
Une fois par jour, les arrestantes quittent leur cellule en cortège pour aller vider dehors leur vase de nuit improvisé. Pour éviter que d'autres prisonniers les reconnaissent, on leur met sur la tête une cagoule bleue. L'occasion pour les SS de s'amuser à les harceler en les faisant trébucher ou se cogner au mur. Celui qui souille le sol d'excréments a droit à une bastonnade supplémentaire. Procès à Malines, le SS flamand Weiss déclare: Je sais que des chaînes et des entraves pour les pieds ont été installées, dans une cellule au moins. Elles ont été installées par un certain Monceau, de Bruxelles. Un grand gaillard, baraqué, qui était parvenu à s'échapper de l'une de ces cellules. Donc plus tard, d'autres ont été enchaînés aussi, sur ordre de Prance. Marcel de Monceau, officier de carrière de 29 ans, est emprisonné à Brendonck pour avoir fomenté un attentat contre le dirigeant de Rex, Léon de Grelle. Fin 1943, pendant la nuit, il parvient à s'échapper de sa cellule. Malheureusement pour lui, au moment même où s'effectue la relève de la garde. Avec 4 gardiens face à lui au lieu de 2, il n'a aucune chance. Il est si odieusement maltraité que des heures après, ses hurlements de douleur résonnent encore dans le couloir. Ensuite, il est enchaîné à la planche de sa cellule pendant plusieurs mois. Il est dans un tel état qu'il faut porter la nourriture à sa bouche. Il passe devant le peloton d'exécution le 22 février 1944. Le numéro 126, Valère de Vos, ouvrier, chef du Zug 10. Zug est le terme allemand utilisé pour désigner une chambrée. Il y a 2 types de chefs de chambrée. Les bons, qui font ce qu'ils peuvent pour protéger leurs camarades, et les mauvais, qui choisissent de collaborer avec les SS. De Vos se comporte comme s'il était lui-même un SS. Sa chambre est connue comme étant le Brendonck dans Brendonck. Avec le même zèle que ses coreligionnaires, il distribue à qui mieux coups, raclées, brimades et injures. Sa brutalité est telle qu'il aide même Weiss et Debott à torturer à mort des prisonniers. L'une de ses victimes est Albert Leleu, un garçon de 17 ans, originaire de Châtelet, qui tout au long de son calvaire appelle sa mère au secours. De Vos finira par s'attirer les foudres du commandement de Brendonck, qui le transfère le 10 août 1944 au camp de Buchenwald. 2 jours après son arrivée, il est reconnu et assassiné, probablement par d'anciens prisonniers de Brendonck. Parmi les prisonniers, il y a aussi des médecins. Certains sont affectés au Revier, comme le numéro 36, Adolf Singer, un médecin juif de Vienne qui y travaillera de mars 1941 à mars 1943. Une position délicate. Singer ne dispose d'aucun pouvoir pour contrer les décisions des SS. Il se fait copieusement insulter tous les jours lorsqu'il présente les malades au lieutenant Preuss. Ce dernier déclare sardoniquement: Für mich, krank zu sein, muss man sich melden mit dem Kopf unter dem Arm. Pour moi, pour être considéré comme malade, il faut se présenter avec la tête sous le... Preuss est fier de ses talents médicaux. Je suis un grand médecin qui fait des miracles, ricanait-il. Je guéris les malades en tapant dessus, et je ne les revois plus jamais. Ceux qui sont malades peuvent demander d'être admis au Revier. Ils doivent se signaler pour cela à la direction du camp à l'appel du matin. Une demande qui reste lettre morte pour certains. C'est en effet le lieutenant SS Arthur Preuss qui décide souverainement qui est malade ou pas. Une triste réalité qu'illustre l'histoire de Roman racontée par Jacques Ox. Il s'appelait Roman. Il était de nationalité polonaise, je pense. Il était effrayant à voir, avec des yeux brillants de fièvre, au fond de 2 grands trous d'ombre. Son visage était raviné, ravagé par la misère et par les coups. Il traînait péniblement son grand squelette voûté dans sa défroque ridiculement et tragiquement trop large.
Portant ses couvertures sur l'épaule, il longeait le couloir bordant les chambrées et conduisant tout au fond vers le revire et la chambre aux morts. Et puis soudain surgit devant lui le lieutenant, accompagné de Hobler, le monstre. Roman expliqua qu'il se rendait à l'infirmerie, où l'on venait de l'admettre. Alors, ce furent les injures ignobles et les coups. Les deux brutes le tabassèrent comme des sourds. Roman savait ça. Un peu plus tard, il rejoignit sa chambre, le Zugtrai. Il se coucha. En 1942, au moment où la résistance prend de l'ampleur en Belgique, les SS transforment l'ancien bunker à munitions de Brendonck en chambre de torture afin de pouvoir soumettre les résistants à des interrogatoires musclés. La pièce est aménagée sommairement. Une corde avec une poulie, un poêle et quelques instruments de torture sur une table. Lors de ce qu'ils appellent des interrogatoires poussés, les SS utilisent aussi des serre-pouces ou un dispositif improvisé permettant d'administrer des décharges électriques. Les agents de la ZIP-OSD se rendent spécialement à Brendonck pour extorquer à leurs prisonniers des aveux sous la contrainte. Parmi le personnel du camp, Schmidt, Preuss et Weiss prennent régulièrement part aux séances de torture. Celles-ci se déroulent souvent la nuit, parfois 5 heures durant. La porte de la chambre reste généralement ouverte pour que les cris et les hurlements soient audibles jusque dans les chambres. En guise d'intimidation, le suivant sur la liste est parfois amené à patienter dans le couloir attenant. En théorie, la police allemande ne peut pratiquer la torture qu'après autorisation expresse du quartier général de la ZIP-OSD à Bruxelles. Mais les SS Schmidt et Preuss s'arrogent unilatéralement ce droit également. Un prisonnier décédera dans le bunker, suspendu à la poulie, pour avoir été oublié par les gardiens. « 20 portraits de prisonniers politiques présentés dans leur ordre d'arrivée à Brendonck. Tous arrêtés pour avoir refusé de se soumettre à la loi de l'occupant. Certains ont commis des actes de sabotage isolés ou sont membres de la résistance organisée. D'autres n'ont rien fait de tout cela. Les SS les détiennent comme otages pour éviter de nouveaux actes de résistance dans leur ville ou leur commune. Les prisonniers de Brendonck sont originaires des 4 coins du pays. Il y a des Belges, mais aussi des étrangers, d'au moins 16 nationalités différentes. Toutes les convictions philosophiques et religieuses se côtoient. Hommes d'église et francs-maçons, catholiques pratiquants et juifs orthodoxes, agnostiques et athées. Issus de toutes les classes sociales, ils appartiennent aussi aux courants politiques les plus variés. Ils sont communistes, socialistes, libéraux ou catholiques, mais aussi anciens adeptes de l'ordre nouveau, anciens membres de partis comme Rex ou le Vlaams National Verbond. Certains seront libérés, d'autres déportés vers des camps de concentration du Reich ou exécutés à Brendonck ou ailleurs. Sur les 3600 prisonniers que l'on estime avoir séjourné à Brendonck, la moitié ne survivront pas à la guerre. Les prisonniers déplacent la terre et les pierres d'un endroit à l'autre au moyen de brouettes, au pas de course et sans le moindre répit. Une tâche éreintante. Été 1941. Le numéro 249, Boris Solonevitch, évoque le côté aberrant des travaux forcés. C'est un balai incessant de plusieurs dizaines de brouettes. Elles transportent la terre des anciens terre-pleins jusqu'à l'extérieur du fossé, puis elles reviennent. Une chaîne sans fin. À chaque ralentissement, tout s'arrête. Et le coupable est battu et invectivé.
Fin 1942. Les premières défaites allemandes sur le front de l'Est raniment chez les Belges les espoirs d'une victoire finale des Alliés. La résistance armée multiplie les attentats contre des soldats allemands ou leurs complices locaux. Pour calmer les esprits, le général von Falkenhausen recourt à l'exécution d'otages. À partir de septembre 1942, tous les prisonniers politiques de Belgique sont passibles d'être choisis pour ce châtiment. Dans les faits, l'occupant fusillera avant tout des prisonniers ayant des liens étroits avec le groupe de résistance auteur des attentats ou originaires de la région où ils ont été perpétrés. « 27 novembre 1942. À Brendonck, les premiers otages belges sont traînés devant le peloton d'exécution. En guise de représailles contre l'attentat qui a coûté la vie au bourgmestre rexiste de Charleroi, Jean Tuchels, l'occupant fait fusiller ce jour-là 8 prisonniers. La plupart d'entre eux sont des ouvriers communistes de la région de Charleroi qui, avant leur arrestation, étaient membres actifs du groupe de partisans qui a assassiné Tuchels. Entre novembre 1942 et août 1944, les Allemands fusilleront quelques 300 otages. Au moins 184 d'entre eux le seront à Brendonck. Les prisonniers sont conduits vers le lieu d'exécution. Même s'il fait froid, ils doivent retirer leurs vestes. Le peloton est placé à 5 mètres. Il se compose généralement de soldats de la Wehrmacht venus de Malines. Souvent, ils sont tellement nerveux qu'ils ne font que blesser leur cible. Ils ne la ratent pas. Les Belges refusent qu'on leur bande les yeux. Ils crient ou chantent des slogans tels que « Vive la Belgique ». Ensuite, ils sont achevés au revolver. Le SS de Bott aime bien déambuler alors devant les prisonniers à qui il montre les traces de sang sur son uniforme, sa cravache. « 1941. Craignant la propagation de maladies, les SS font installer une salle de douche à Brendonck. Les prisonniers ont droit à une douche mensuelle ou hebdomadaire qui n'est guère un moment de détente. Ils ont 1 heure pour se laver. 1 heure pour 400 prisonniers. Été comme hiver, parfois entièrement dévêtus, ils doivent attendre leur tour sur la cour intérieure. C'est à ce moment-là qu'Ilse Birkholz, la femme du commandant Schmitz, prend plaisir à venir les observer. Pendant les séances de douche, les SS Weiss et De Bott ou le forgeron Carler s'amusent parfois à asperger les détenus alternativement d'eau glacée et d'eau bouillante. Fin 1943, le foyer Léopold III et la Croix-Rouge de Belgique ont l'autorisation de livrer des colis alimentaires à Brendonck pour les prisonniers.
Les SS font néanmoins main basse sur une partie d'entre eux. Si ce qu'il en reste représente somme toute une amélioration dans le régime alimentaire des prisonniers, la faim ne cessera jamais de tenailler les estomacs à Brenndonc. Israël Steinberg, un juif, est affecté à la garde des cochons. Il est obligé de les nourrir avec une partie des colis alimentaires. Tous les prisonniers ne travaillent pas sur le chantier. Certains privilégiés sont exemptés de travaux d'excavation. Les SS les emploient comme porchers, tailleurs, menuisiers ou forgerons. Ils travaillent souvent à l'intérieur, à l'abri des intempéries, et bénéficient régulièrement d'une ration alimentaire plus généreuse. Mais c'est à eux aussi que l'on confie la tâche de confectionner des outils de torture ou de monter les poteaux d'exécution. Autant d'instruments de souffrance futurs pour leurs codétenus. « 1940. Oskar Hoffmann, un forgeron et serrurier juif de 42 ans, originaire de Vienne, arrive à Brenndonc. Il y travaillera comme forgeron. En 1942, il est libéré. Après la guerre, il jouera un rôle important dans l'arrestation de l'ancien chef de chambre juif, Walter Hubler, viennois également. Hoffmann travaille sous la supervision de Karol Karler, un forgeron de 33 ans, originaire de Landersheil. Contrairement à Hoffmann, Karler n'est pas un prisonnier. Membre du Vlaams Nationalverbond, un parti collaborateur, il arrive à Brenndonc en tant que civil pour proposer ses services. Son travail consiste à forger les instruments de torture. Mais il ne quitte jamais son arme et son zèle le pousse à brutaliser et à dénoncer les prisonniers. Condamné à mort en 1946, il est fusillé un an plus tard, à Malines. À Brenndonc, le 22 septembre 1941. 1941. 7 prisonniers, en provenance de Mons, arrivent à Brenndonc après avoir manifesté contre le départ de volontaires wallons pour le front de l'Est. Peine allongée sur nos paillasses, nous ressentons à quel point tout est humide ici. La voûte en ciment suinte de partout. Le sac de paille qui nous sert de couchage semble moisi. Les couvertures sont humides. 16 couchettes à 2 étages, plus tard 3. Ici s'entassent 32 hommes, parfois 48. Pour toute commodité, quelques armoires murales et quelques rayonnages entre les lits pour ranger la vaisselle. Un poêle et 2 seaux faisant office de pot de chambre. Le poêle peut être allumé le soir lorsqu'il fait très froid. Des tables et des tabourets. C'est ici que les détenus mangent le peu qu'on leur donne. Il y fait glacial en hiver, humide en été. Si elle varie tout au long de l'occupation, la maigre pitance que reçoivent les prisonniers se compose généralement comme suit. Le matin, 2 tranches de pain de guerre allemand, une tasse de substitut de café préparé à partir de glands torréfiés. Le midi, une maigre soupe, guère plus qu'un peu d'eau tiède dans laquelle flottent quelques morceaux de légumes.
Le soir, à nouveau du café de gland et 2 petites tranches de pain que viennent agrémenter de temps en temps un morceau de sucre, un peu de beurre ou de la confiture. Ainsi exposés à un régime alimentaire insuffisant et déséquilibré, les prisonniers perdent du poids rapidement. Certains le payent de leur vie. Ce qui rend Brendong si insupportable, ce ne sont pas les coups, ni les maigres rations dans nos assiettes, ou les travaux forcés. Ce sont les nuits. La nuit, on est envahi par le mal du pays, submergé par le chagrin. On entend son voisin sangloter, la tête enfouie dans sa paillasse pour étouffer ses pleurs. En vain. La nuit, on entend le hurlement des prisonniers dans la salle de torture, et le rugissement des SS. Les membres de la résistance sont salement amochés. Le cœur rempli d'effroi. J'attends mon tour. Les SS arpentent les couloirs, tirent des coups de feu, nous empêchent de dormir. Parfois, ils font irruption dans nos chambres, nous tirent au bord des lits, nous laissent dans la bourre pendant des heures, au milieu de la nuit, dans le froid et la pluie, jusqu'à ce qu'ils soient trop fatigués ou trop ivres pour nous brutaliser davantage. Épuisé, je m'allonge sur ma paillasse humide, en pensant à celui qui m'a trahi. Reconnaissant d'avoir survécu à cette journée, effrayé à l'idée de ce que demain me réserve. C'est un samedi soir. Un bruit sourd se fait entendre à la porte. Elle s'ouvre sur 2 SS qui jettent un homme en sang dans notre chambre, le visage en lambeaux. Nous le déposons en douceur sur le lit pour le déshabiller. Aucune parcelle de son corps n'a été épargnée. Il est recouvert d'ecchymoses, de sang, de brûlures. Jamais auparavant nous n'avions vu quelqu'un qui avait été torturé de la sorte. On lui demande son nom, mais il lui est impossible de parler. Ça doit être quelqu'un d'important, mais nous ne voyons qu'une épave. Demain c'est dimanche, tu pourras te reposer, lui dit notre chef de chambre. Le lundi, tout le monde retourne au travail, y compris l'homme qui avait été brutalement tabassé. Nous devons le soutenir. Les SS le maltraitent toute la journée. Le lendemain, nous devons traîner l'homme dans la cour. Il doit tenir en équilibre sur un poteau pendant que les SS lui jettent des pierres jusqu'à ce qu'il tombe, encore et encore. Puis, il est reconduit dans la chambre, dans un piteux état. Lorsque nous revenons le soir, après notre dure journée de travail, nous essayons d'être aussi tranquilles que possible, et nous gardons tous un morceau de pain à lui donner à son réveil. Il meurt ce soir-là. Un mois plus tard, la Belgique est libérée. Je te regarde, grand frère. Tu ne vois presque plus rien. Ils ont brisé tes lunettes. Et les travaux forcés t'épuisent. On est déjà en mars, mais le sol qu'ils nous font creuser est encore gelé. Les SS te plongent dans l'eau glacée à maintes reprises. J'essaye de t'aider, mais je me fais chasser. Ils te jettent dans une fosse. Ils t'enterrent vivant. Je te déterre à main nue, mais tu meurs dans mes bras. Nous devons transporter ton cadavre mutilé en chantant.
Je te regarde, grand frère. Je regarde ta paillasse vide dans laquelle demain un nouveau prisonnier dormira. Dans l'après-midi du 4 septembre 1944, la police, la gendarmerie et la résistance locale transfèrent les premiers inciviques au fort de Brendonck, désormais libre de tout occupant. Pendant plus d'un mois, l'endroit servira de camp de prisonniers improvisé pour quelques 750 civils originaires de la région du Petit-Brabant, de Flandre orientale et d'Anvers, soupçonnés de collaboration par les groupes de résistance locaux. Ces prisonniers seront eux aussi victimes d'exactions, ce qui vaudra au fort d'être rebaptisé à cette époque Brendonck II. Des rapports sur les exactions commises au camp conduisent très vite à sa fermeture. Le 11 octobre 1944, sur ordre du ministre de la Justice, les prisonniers sont transférés au centre d'internement de Malines. Mais le fort ne restera pas inoccupé longtemps. Du 30 décembre 1944 à début 1947, il sera le centre d'internement officiel des inciviques en Belgique. La surveillance ne sera plus assurée par des résistants, mais bien par des gardiens de prison. Perpétrés à Brendonck pendant l'occupation allemande ne resteront pas impunis. En mars 1946, s'ouvre à Malines le procès de 23 anciens SS, ouvriers civils et chefs de chambrée ayant sévi dans l'Auffanglager. Deux accusés, le SS Richard de Bott, en fuite, et le chef de chambrée Valère de Vos, assassiné à Buchenwald, sont jugés par contumace. Sur les 16 peines de mort prononcées par le tribunal militaire, 14 sont mises à exécution le 12 mai 1947. 12 condamnés sont fusillés à la caserne de l'Aube de Malines. Weiss et Pellemans sont fusillés à Anvers et à Namur, respectivement. De tous les gardiens allemands, seul le commandant du camp, Philipp Schmidt, écopera de la peine de mort.
de guerre, il passera devant le peloton d'exécution le 9 août 1950 à Anvers. Il s'agira de la dernière peine de mort mise à exécution en Belgique. Par la suite, toutes les condamnations à mort seront commuées en peine d'emprisonnement à vie. Le SS Richard Lubot, condamné à mort par contumace, connaîtra un sort différent. Après s'être caché des années en Allemagne sous le nom d'emprunt de Richard Verstraeten, il est démasqué en juin 1950 alors qu'il tente de rentrer en Belgique. Arrêté en juillet 1951 dans la zone française d'occupation, il est extradé en Belgique 2 semaines après la décision du gouvernement belge de ne plus mettre les peines de mort à exécution. Sa peine est commuée en réclusion à perpétuité, ce qui soulève une immense vague d'indignation parmi la population. Il meurt à la prison de Saint-Gilles en 1975. Pour la plupart des prisonniers, Brendonck n'est que la première étape d'un calvaire atroce. Après quelques semaines ou quelques mois d'enfermement dans l'Aufanglager, c'est la déportation vers les camps du Reich. Les convois partent de la gare de Willebroek, située à quelques kilomètres du fort. Le voyage s'effectue à bord de wagons à bestiaux où s'entassent 60 à 80 hommes. Des conditions misérables qu'il faut souvent supporter plusieurs jours. Plus de 1300 anciens prisonniers de Brendonck ne survivront pas à leur déportation. Mm.